Et Claude Bouillon-Chenot, présent. Isabelle Chambon, présente. David de Roussy, présent. Catherine Patu, présente. Pierre François, présent. Monique présent. Sylvain Hermand, excusez, je ne pouvoir pas. Martine Pénarose, présente. Sophie Frédéric, présente. Olivier Sturma, présente. Lisa Eva, présente. Michel Conrémonde, Laetitia Sec, excusez. Vincent Petit-Jean, présent. Monique Moreno, présente. Pascal Thierry-Rocco, excusez de pouvoir Pascal Thierry aussi, accepte. Patricia Bonhomme, présente. Pierre Suréna, présent. Eva Kaimen, excusez de pouvoir Isabelle Tourmont. Thierry Barthélémy, présent. Michel Magnol, présente. Christophe Manquet, excusez et de pouvoir à Claude Bouillon-Chenot. Éric Bourgour, présent. Régine BL, absente et donne le pouvoir à Marie Dalaï qui arrive. Elle arrive. Francis Roux, Il arrive aussi. Serap Alpin. Il arrive aussi. Oui. Des SMS. C'est rap comme sa boutique à 19h. Johan Bentejac, excusez de pouvoir à Éric Bourgour. Farid Dalaï, donc on a vu. Pierre Joyeux, présente. Tarbonan, excusez et de pouvoir à Annie Cheval-Denay, qui accepte. Annie Cheval-Denay. Bien. Nous allons commencer par approuver le procès-verbal de la séance du 2 juin 2022. Et donc, je laisse la parole à Pierre Suréda, qui est notre secrétaire de séance dans l'ordre parlementaire. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander donc d'approuver le procès-verbal de la séance du 2 juin 2022. Mais d'abord, y a-t-il des remarques ou des questions? Des votes contraires? Des abstentions? Merci. Merci Pierre. Nous allons commencer donc avec les délégations du maire. Nous commençons par la DCM 2022-34. Il s'agit d'un aménagement du quai de bus et du trottoir devant le siège de Pierre Doré-Montagne. Vous avez certainement vu les travaux pour un montant de 11 527 € hors taxe. La DCM 2022-37, il s'agit simplement d'un changement de nom, avec plus exactement la requête par un actionnaire et donc un changement purement juridique. La DCM 2022-38, il s'agit du désamiantage et du curage du bâtiment existant et il s'agit d'avenant numéro 3 pour un montant de 10 390 € hors taxe. La DCM 2022-41, il s'agit du diagnostic sur 3 bâtiments, donc le CCAS, rue Traversière, un bâtiment rue du Bourg nous appartient et le bâtiment rue de la Coutellerie qui est attenant à l'Homme des Bois. Il s'agit là aussi d'un appartement qui nous appartient pour un montant de 7 050 € hors taxe. La DCM 2022-42, il s'agit d'une mise en sécurité de 2 murs de soutènement, donc un à Prosper Maria, maison des Assos, et à Chauchat, pour un montant de 8 950 € hors taxe. Y a-t-il sur ce point des interventions? Alors, nous passons au point suivant. Il s'agit de l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, ce que l'on appelle la CLEF, donc entre Pierre Doré-Montagne et l'ensemble des communes appartenant à Pierre Doré-Montagne. Et là, il s'agit de charges transférées qui concernent les EHPAD
et la résidence autonomie à Michel Charras de Guillaume, le SIAD de Lezoux pour les communes de Néron, Dora et Sermentizon, et le CIVOS de Billon pour la commune de Saint-Flour. Est-ce que cette affaire appelle de votre part des commentaires ou des interventions, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de la Cour régionale des comptes et des actions qui ont été entreprises, puisque nous avions reçu par délibération du 15 juin 2021, nous allions présenter les conclusions définitives de la Chambre régionale des comptes, et donc il faut vous présenter ce que nous allons mettre en place, ce que nous avons mis en place plus exactement. C'est dans l'annexe 3, pour synthétiser. Il y avait une remarque, la recommandation numéro 1 qui concerne les 1607 heures, donc c'est quelque chose que nous avons traité ici. La recommandation numéro 2 visant à corriger le dispositif d'attribution des heures supplémentaires de manière à préciser la liste des emplois dont les missions impliquent leur réalisation et supprimer les majorations irrégulières. C'est un travail qui est encore en cours et qui devrait se terminer en septembre de cette année. La recommandation numéro 3, veiller à l'exhaustivité des annexes du compte administratif, donc ceci a été mis en place. La recommandation numéro 4, sur le respect du délai de clôture des opérations comptables en période complémentaire de début d'année. Nous avons mis en place pour l'année 2022, la journée complémentaire s'est terminée au 15 janvier 2022, soit 15 jours avant la fin de la période complémentaire. Le CA a été voté le 7 février 2022. Recommandation numéro 5, appliquer les articles R 2192-10 et suivant du Code de la commande publique traitant des délais de paiement. Nous avions un délai en 2019 de 46,42 jours et nous sommes à ce jour à 36 jours, donc nous avons encore quelques efforts à faire et nous le faisons accompagné de la DGFiP. La recommandation numéro 6 visant à améliorer le suivi des immobilisations et du patrimoine en lien avec le comptable tenant compte de l'actif de la ville, c'est en cours. Il y a un rattrapage énorme à mettre en place et nous pensons que cet objectif sera tenu pour la mise en place de la nomenclature M57, puisque nous changeons de nomenclature comptable pour le budget au 1er janvier 2024. La recommandation numéro 7 visant à respecter la règle relative à la constitution de provisions et actualiser le montant financier en fonction du risque. Nous l'avons fait pour les risques d'impayés sur l'eau, sur les budgets eau et assainissement, avec un montant de 5% de la recette globale. La recommandation numéro 8, tendant à établir en matière de commande publique une nomenclature des fournitures et prestations homogènes, les délais de publication ont été rallongés et ça permet une meilleure mise en concurrence. Après, ce sont des points qui concernent le temps de travail, les dispositions qui ont été réalisées lors d'un conseil municipal le 7 décembre 2021. Les heures supplémentaires, une décision qui a été adoptée lors du conseil municipal du 26 janvier 2021. Et finalement, les procédures de marché public, dont vous avez rédigé un peu ce qui est prévu en termes d'achat public. Voilà les dispositions qui ont été mises en place depuis lors. Je salue la presse qui vient d'arriver. Pendant que j'étais en train d'expliquer cette annexe, c'est quelque chose d'administratif, mais il s'agit de répondre aux demandes de la Cour régionale des comptes et d'essayer d'apporter le plus possible des réponses qui soient adaptées à ce qui nous était demandé. Y a-t-il sur ce point des interventions? Non. Oui. Il n'y a pas de vote à soutenir. Bienvenue. Oui, très courte. Globalement, il n'y a rien de spécial à dire sur la réponse que. Voilà, rien de particulier
concernant la réponse que la ville apporte à la Chambre régionale des comptes. Ça nous convient. Simplement, ça met en évidence, en relisant ce rapport de la Chambre régionale des comptes, que de plus en plus les collectivités sont et vont être en difficulté au regard de l'absence, ou en tout cas de la diminution des soutiens de l'État, la baisse des dotations de l'État, directement ou indirectement, ce qui risque de poser problème dans les années à venir. Déjà sur cette mandature et dans les années à venir, la ville de Thiers a besoin, au regard de son histoire et de la dégradation du patrimoine, d'intervenir de plus en plus souvent. On a eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, avec avec André Chassaigne, d'échanger autour du coût que représentait pour la commune tous ces bâtiments privés qui sont qui mettent en danger la sécurité des Thiernois. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses qui s'ajoutent, qui se cumulent. On peut aussi, la ville a aussi un héritage un peu lourd de l'endettement qui avait été, de l'endettement du mandat d'Aiglon et voilà. Donc que ce soit cette mandature, cette municipalité ou la municipalité précédente, les difficultés sont réelles, mais ne mettent pas en évidence des erreurs de gestion de cette mandature et de la précédente. Mais donc on peut qu'être inquiet sur la suite. D'autres interventions? C'est une précision, monsieur le maire. On doit délibérer pour prendre acte de votre communication ou c'est sur le fond des... On doit avoir eu un débat au sein de ce conseil municipal. D'accord. Alors c'est juste à l'administration. Oui, je partage le constat selon lequel la ville a des charges particulières, notamment avec tous ces immeubles dégradés qu'il nous faut d'une façon ou d'une autre prendre en charge. J'espère d'ailleurs qu'on y réfléchira lors de la présente mandature. Le candidat député, d'ailleurs, est intéressé par cette question. En revanche, je ne vois pas bien le rapport avec le rapport de la Cour des comptes qui rappelle les textes, le cadre dans lequel on va intervenir, et est plutôt destiné aussi à veiller à la bonne utilisation des deniers publics, plutôt dans le sens d'économie, à mon avis. Donc, c'est une autorité indépendante qui continuera de contrôler les collectivités, quel que soit les régimes, comme elle l'a toujours fait depuis le siècle, de façon technique, relativement tout à fait technique. Mais bon, c'est vrai qu'on a des défis devant nous, dont des défis financiers. Attendons donc de connaître le budget de la nation. Il est trop tôt pour en parler. On verra bien ce qu'il en est. Il est toujours assez temps de s'inquiéter du futur. Le présent nous occupe déjà pas mal. Bien. Nous passons au point suivant. Il s'agit de la publication du catalogue des tarifs municipaux. Vous avez en annexe 4. Alors, il y a eu des ajouts de tarifs sur des locations de salles avec des cautions et des forfaits ménages. Un ajout de tarif sur la médiathèque qui concerne les impressions et photocopies. Vous avez une modification du tarif sur les droits de place afin de simplifier l'encaissement de la recette. En fait, c'est pour tout ce qui concerne les cirques et spectacles d'hiver. Vous avez un ajout de tarif pour la saison culturelle départementale, c'est ça? Un mot sur ce point. C'était en fait une unité de tarif municipal, donc on a rajouté son tarif officiel.
Et finalement, un changement de tarif pour les produits dérivés pour la boutique du musée, comme on le fait assez souvent, puisqu'on a quand même des nouveaux produits de temps en temps. Donc, on met à jour, l'ensemble des tarifs. Y a-t-il sur la présentation de cette annexe des interventions? Oui, nous avions évoqué lors d'un, pas le précédent, mais d'un autre conseil municipal, les tarifs du camping. Les tarifs du camping, on devait avant l'été, avant l'ouverture de saison, délibérer sur les tarifs proposés par le gestionnaire du camping. Le gestionnaire. Alors, il y a une partie donc, qui vient après. Oui, mais. Il y a des tarifs qui ont déjà été. Oui, c'est ça, il y en a certains, mais tous ne sont pas là. Enfin, il vous a communiqué l'ensemble des tarifs, tout ce qui était activité nouvelle, location. Ils ont été votés dans les derniers conseils. Pas des activités nouvelles, Oui. ni le principe du passeport, etc. Activité. Il y avait un petit débat autour justement du prix attractif proposé aux familles. Il me semble que nous avions évoqué le fait qu'on en reparlerait, qu'il n'avait pas fini de travailler là-dessus, le gestionnaire, et qu'il serait proposé en juin. Passeport toute activité. Un passe activité notamment. Oui, et des tarifs dégressifs. Stéphane, si tu veux que j'intervienne. On avait voté les tarifs, il me semble, sur l'hébergement, pas sur les activités nautiques et les activités de loisirs en général. On voit le prestataire demain matin. D'accord. Donc ce sera voté. Après. Alors, on peut. Voilà, ils nous seront proposés en juillet. J'ai pas de date. Mais quand ils seront déjà applicables alors, et appliqués. Peut-être. On nous regarde ce point. Merci d'être vigilant. Mais Il faut bien que l'opposition serve quand même. Oui, pas qu'à ça. Pas qu'à ça, mais aussi à ça. pas qu'à ça. Sur les tarifs tels qu'ils vous sont proposés, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une décision modificative au budget principal. Donc, vous sont listées un certain nombre de choses pour un total de variation de 8 500 €. Y a-t-il sur ce point des questions? C'est un budget très technique, hein. C'est un conseil municipal très technique aujourd'hui. Vous attendez à l'écran dans le. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au point suivant, la concession de services publics pour la gestion du camping justement. Et donc, il vous est proposé un avenant. Alors, premièrement, parce qu'il y a une modification de la dénomination sociale de l'entreprise qui devient au fil de l'eau au lieu des Moussaillons de Vichy. Il change son siège social sur la base de loisirs d'Iloa. Et par ailleurs, il y a une plaquette tarifaire qui peut être modulée de 50% par 50% en moins dès lors que. Mais alors, cette plaquette tarifaire, elle n'a pas été. On est en train de regarder. Si vous le voulez bien, on reporte, je fais voter en fin de séance. Ce que je disais, c'est qu'en fait, les tarifs applicables, les tarifs, là, il est proposé d'approuver l'avenant numéro 2 sur les tarifs uniquement concernant l'hébergement. Donc le camping et l'aire de camping-car sont des tarifs qui ont déjà été votés. Exact. Donc je peux le faire voter dans les lettres. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Merci. Nous passons au point suivant, le point 2.6. Il s'agit d'une annulation des pénalités de retard par rapport à une délibération qui a été prise au 11 décembre 2017.
puisque la réception des travaux n'avait pas intégré justement ces pénalités. Les pénalités ne figurent ni au procès-verbal, de réception des travaux, ni dans le décompte général du marché, et donc il s'avère impossible de les appliquer. Donc, de fait, si on ne veut pas avoir des problèmes juridiques, il vous est proposé l'annulation des pénalités de retard qui étaient d'un montant de 7 200 € hors taxe pour l'entreprise ECB. Y a-t-il sur ce point des interventions? Simplement, c'est pas la première fois qu'on doit approuver cela. On est obligé de le faire si les formalités n'ont pas été accomplies. Il faudrait tout de même que ça ne se reproduise plus, au moins pour les marchés qui ont été démarrés par la précédente mandature. On travaille en ce sens. Après, je suis très modeste, je deviens très modeste au fil du temps. Voilà. Et moins donneur de leçons. Y a-t-il sur ce point d'autres interventions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose de voter le point 2.6.10. Alors, comme vous le savez, on en a parlé lors du dernier conseil municipal. Il y a une entreprise qui a été en liquidation judiciaire, qui travaillait sur la médiathèque. Il s'agit de la société Auvergne Étanchéité, couverture. Et donc, il est proposé, pour poursuivre les travaux que l'entreprise ne sera pas le faire, d'avoir une nouvelle entreprise pour mettre en œuvre ces travaux. Et donc, il est demandé 50 € hors taxe pour la maîtrise d'œuvre, par la maîtrise d'œuvre et pour la maîtrise d'œuvre, de manière à trouver une nouvelle entreprise. Y a-t-il sur ce point une intervention, M. Beaucourt? Bon, c'est déjà une bonne nouvelle qu'on ait trouvé un autre prestataire que celui défaillant. Quel impact sur le calendrier? L'entreprise est-elle capable d'intervenir rapidement? Qu'est-ce qui a été convenu? Alors, l'impact à ce stade, il n'est pas totalement maîtrisé, précisément parce que tant qu'on n'a pas une nouvelle entreprise, il semble présomptueux de donner un nouveau calendrier. Et ça d'autant plus qu'on a eu de nouveaux, suite à ces problèmes d'étanchéité, on a eu de nouveaux dégâts au sein de la médiathèque. Donc, on est en train de voir un peu les conséquences de tout ceci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point 2.7. Alors, le point 2.7 et le point 2.8, en fait, c'est la transformation de ce que l'on connaît comme comité technique et comité CHSCT. Et donc, il est proposé la création d'un comité territorial avec 4 membres titulaires du personnel et 4 représentants de la collectivité pour ce qui concerne le comité social territorial. Et pour ce qui concerne la nouvelle formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la FSSCT, il est proposé de conserver le paritarisme et donc de créer cette formation, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et de maintenir ce paritarisme dont je viens de parler à l'instant. Y a-t-il sur ce point, sur ces deux points, des interventions? Annie Cheval-Denis. Oui, monsieur le maire, une demande d'explication. Avec Claire, on a bien vu le projet de délibération. Il y a une phrase qu'on n'a pas comprise. C'est dans les conclusions. La première conclusion est proposée au conseil municipal. C'est pour la délibération de 8. Cette formation spécialisée du comité sera placée auprès de la ville de Thiers. C'est quoi tout ça? Et
Oui, en fait, il y a, sur le point 2.7, vous avez un comité social territorial. Et donc, le FSSCT, c'est cette formation spécialisée attenante au CT. Là, on avait deux comités différents, le CT et le CHSCT. En fait, on a d'une certaine manière un CST et la formation qui est attenante à ce CST. Placé auprès de la ville de Thiers, ça veut dire. C'est ça. La réponse en direct, je vais faire la... Oui, donc en fait, on redit qu'on aura notre propre instance. Vous savez, suivant les strates de communes, c'est vrai pour les CT et les CHSCT aujourd'hui, une commune est en rapport avec un nombre d'agents. Le CT il peut être confié au centre de gestion. Et puis si vous avez une commune comme Clermont-Ferrand, par exemple, elle a son propre CT, elle a même sa propre CAP. C'est des logiques de strates et de nombre d'agents. Donc là, on redit juste, de la même manière qu'on avait notre propre CT et notre propre CHSCT, et bien l'instance qu'on va mutualiser, elle sera attenante à la ville, c'est-à-dire en interne. D'accord, merci. Alors, les tarifs ont été votés le 25 avril. On est en train de les imprimer pour que vous les liez. Les tarifs. Les tarifs du camping. Oui, Ah. on était dans face activité. Le camping, oui, tout ce qui est hébergement, il n'y a pas de souci. Oui, on n'a pas fixé les tarifs des prestations animation. Oh non. D'accord, donc c'est plutôt une bonification plutôt qu'une absence de tarif. Non, parce que ça n'existait pas auparavant. Pardon. C'est Ces tarifs n'existaient pas. C'est une création de nouveaux tarifs. Oui, par rapport et ça n'a pas été voté. D'accord, mais il n'y a pas un problème de vote. Non, non, Parce que moi j'ai eu craint qu'on n'ait pas voté les tarifs. Non, mais c'est. non. Bah, fallait laisser le temps aux gars de travailler dessus. La saison va commencer avec les activités générées par le nouveau gestionnaire et on n'aura pas voté ces tarifs. Très bien. On sera obligé de voter dans la prochaine. Oui. Donc, je me pose une question. Oui, on m'entend. Dans la mesure où cette fois-ci, il s'agit d'un prestataire, d'une délégation, il ne me semble pas que le conseil municipal a voté, doit voter ces tarifs. Je me pose la question. Oui, Si, on a bien voté le tarif. Non, mais Stéphane, en fait, il y a deux tarifs dont il est question. Le premier tarif, on l'a déjà voté, ce concerne les hébergements, donc le camping, et il y a de camping-cars qui sont des équipements municipaux. Ça, ces tarifs ont été votés lors de l'avant-dernier conseil. Là, il est question des tarifs concernant les activités de loisirs. Et comme dit Martine, je ne crois pas qu'il faille les voter, puisque ce sont ces activités et non pas des activités municipales. Qu'on les négocie avec lui, qu'on soit vigilant au premier, que le conseil municipal vote les tarifs par rapport à un délégataire, je me pose la question. Alors, On vérifie. oui, non, juste pour répondre, je peux. Lors du comité de tirage, je ne sais plus Oui, comment, dans la rencontre et dans la lecture du contrat, je ne sais pas comment ça s'appelle, du partenariat qui nous lie à ce prestataire, il s'était bien écrit que l'on devait, que les tarifs seraient votés. Ça avait été discuté. Mais il fallait lui laisser le temps, qu'au mois d'avril il n'était pas prêt, qu'il fallait lui laisser le temps, c'était Et tout à qu'on fait soit compréhensible. vigilant, je suis d'accord. Oui. Bien, on revient à la l'affaire 2.7, donc la création du comité social territorial dans les modalités que j'ai indiquées. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie pour la création de la formation
spécialisé en matière de santé, sécurité et conditions de travail, FSSCT, ça va être les nouveaux acronymes. Y a-t-il des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors, point numéro suivant, l'adaptation de la monétisation du compte épargne-temps. C'est un compte épargne-temps qui, jusqu'en 2017, avait été monétisable, qui depuis lors ne l'est plus. Et pour des raisons d'intérêt de la collectivité pour régler deux problèmes, nous vous proposons de le monétiser pour des cas très particuliers, des départs en retraite, pour une reprise d'activité et pour une indemnisation maximale de 20 jours épargnés sur le compte épargne-temps. Voilà, y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La modification des tableaux des effectifs. Alors vous avez l'affaire 2.10 et puis celle qui vous a été remise sur table. Il s'agit aussi de l'affaire BIX 2.3 bis. Il s'agit de deux modifications du tableau des effectifs. Alors sur l'affaire 2.10, nous avions des créations de postes, un poste d'adjoint d'animation à temps complet et deux postes d'adjoint technique, donc 3 créations de postes et des suppressions de postes. Alors, véritablement, il s'agit pour les postes créés de changements de quantité d'heures et des suppressions de postes qui n'étaient pas pourvus. Donc, il s'agit de 14 suppressions de postes sur l'affaire 2.10 et sur l'affaire 2.3 bis. Pareil, il s'agit d'un changement sur la filière culturelle, d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, qui était auparavant un poste d'assistant d'enseignement artistique non principal. Il s'agit de modification de ces tableaux des effectifs pour l'affaire 2.10 et 2.3 bis. Y a-t-il de votre part des interventions et des interrogations? Oui, alors si je comprends bien, ça fait 11 suppressions nettes de postes. Un certain nombre n'étaient pas pourvus, mais d'autres l'étaient. Est-ce qu'on peut savoir lesquels? Ils étaient dans le tableau des effectifs, mais sans nécessité. C'est pour ça qu'on propose de les supprimer. Mais ils étaient pourvus? Non, ils n'étaient pas pourvus. Ah, d'accord. Et donc, nous, notre inquiétude concerne notamment la police municipale, hein, où il y a 2 postes de titulaires. Tant qu'on n'a pas de recrutement, on est dans le. Oui. On a gardé les postes qu'on va recruter, puis on recréera les postes. On recréera les postes. Si un poste est jugé nécessaire, normalement, il doit demeurer. Il ne doit pas être supprimé. Alors Sylvain n'est pas là, mais il y a eu hier une rencontre justement pour un recrutement au sein de l'APM. Très clairement, c'est quand même pas les plus simples de recruter en ce moment les policiers municipaux. On sent qu'il y a beaucoup de policiers municipaux qui sont recrutés sur diverses municipalités du Puy-de-Dôme et particulièrement sur Clermont-Ferrand, qui rendent assez difficile de trouver des gens au sein de cette maison. Soit, mais on demeure en position d'embauche, c'est ce que je veux entendre. Voilà, et autre domaine aussi, comment on appelle ça, les étaxes. On nous dit qu'il n'y en aurait qu'un seul. Je crois que les 2 auparavant. Ça, je comprends qu'on veuille faire des économies, hein, c'est pas moi qui vous dis le contraire, mais ça ne me paraît pas cohérent par rapport à la volonté de développer le sport. Ces fameux 70% d'enfants qui pratiquent aucun sport, ça me paraît un outil essentiel. Je ne comprends pas votre propos. Eh bien, si j'ai bien compris les explications, on avait 2. Je ne sais pas si on appelle ça des professeurs. Des étapes. Des taxes. Donc, l'un est réaffecté, il était préalablement affecté, je crois, à la piscine. Bon, je comprends tout à que vous cherchiez à réaffecter ceux qui précédemment étaient à la piscine. Néanmoins, il demeure un poste sur la filière animation, c'est celle dont on parle.
En fait, la suppression. C'est le sport. C'est TAPS. Non, mais si tu poses des questions. Oui. Non, mais je ne vois pas les postes de. Non, mais ils ne sont pas dans la liste qui est là, effectivement. Mais j'ai appris après coup, depuis le conseil, si j'ai bien compris, qu'on tourne avec un seul étape, ce qui me paraît très très juste. Et, bon, évidemment, c'est un coût, mais on a une politique que nous approuvons, que nous soutenons. Là, je ne comprends pas très bien cette économie à cet endroit-là. Le poste n'a pas été supprimé. Administrativement, il n'est pas supprimé puisque c'est une mutation. Il retourne, la personne concernée retourne à son ancienne fonction. Mais elle n'est pas remplacée. Elle n'est pas remplacée dans l'activité qu'elle avait. C'est une remarque qui a été faite d'ailleurs en CT, mais au sujet de différents postes. Mais je n'ai pas. C'est quelle époque il y en avait pas? Jusqu'à ce que lui retrouve son poste à la piscine. Il y avait bien 2 personnes. Parlez-vous d'un transfert de personnes qui étaient parties à la piscine? Oui. Qui occupe une place au niveau du On sport. revient dessus, mais il faut comprendre comment on a voté le budget de cette année. Très clairement, la piscine, il y a des personnes qui étaient à la piscine municipale de Thiers, qui se sont retrouvées dans des services de la ville de Thiers lorsque la piscine a fermé. La piscine devient intercommunale. Dès lors, il y a transfert de compétences entre la piscine municipale et la piscine communale. On a évidemment des postes, soit qui sont retournés, soit qui sont partis sur la piscine communale. On est censé, alors il y aura un clectage dans quelques mois sur cette piscine intercommunale, mais en fait, on doit prendre en charge une partie du déficit de la piscine, du déficit de fonctionnement de la piscine communale à notre charge, puisque en fait c'était une piscine communale, et donc on transfère à la fois des charges, des recettes à Pierre de Montagne. Très clairement, on ne peut pas à la fois transférer des personnels en réduction d'AC et créer des postes à côté. Sinon, au vu des difficultés qui a été rappelé d'ailleurs par Pierre Joyeux, ce sera très compliqué. On peut éventuellement voir en interne comment on peut retrouver des postes, mais on ne peut pas créer des nouveaux postes dès lors que ce sont des postes qui ont été transférés en réduction de l'AC plus tard. Monsieur le maire, nous sommes aussi conseillers communautaires, nous avons parfaitement suivi cette affaire. Nous approuvons votre souci d'économie, c'est-à-dire qu'on aura affecté au maximum les maîtres majeurs là où ils étaient, c'est vrai. Mais il est vrai aussi, d'ailleurs, la remarque a été faite en CT, quand ils ont été recasés depuis 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas rien fait. Bon, mais nous l'entendons, mais nous demandions une exception, alors que ce soit de cette façon-là, que ce soit en créant un poste ou pas, mais qu'on ait bien, au bout du compte, 2 personnes étapes en faisant fonction pour développer votre politique d'accès au sport des jeunes, voilà, qui touche le sport, qui touche l'éducation, qui touche la prévention de la délinquance, la loisiveté, enfin, qui a tout, la santé, donc qui à tous égards nous paraît essentiel. Alors, simplement pour qu'on mette les cartes sur table, nous avons une augmentation des points d'indice. Nous n'avons fait aucun calcul au sein de la maison ou des calculs qui semblent à ce stade pas forcément totalement les bons. En tout cas, il y a eu des calculs qui ont été faits sur Pierre et Montagne pour une masse salariale qui est un peu moins que la nôtre, et c'est un glissement annuel de 400 000 euros. Donc il semblerait que pour nous, ce soit un glissement annuel, en gros, de 500 000 euros. L'an prochain, nous devions avoir, au vu des perspectives financières, une capacité d'autofinancement de 300 000 euros, qui ne couvrait pas les dotations aux amortissements de 525 000 euros. Donc, il fallait faire un effort de 200 000 euros. Ça veut dire que l'an prochain, nous sommes supposés faire un effort
d'environ 500 000 € de plus. Donc à ce stade, très clairement, j'ai demandé au directeur général des services de voir comment nous pourrions faire et surtout de prendre attache avec Alexis Temporel qui est venu faire une prospective financière pour remettre, pour voir à peu près quelle est la feuille de route à l'heure actuelle. En tout cas, très clairement, pour moi, c'est un sujet de préoccupation. Le sujet financier, et j'entends ce que vous me dites, hein, je suis le premier à partager l'idée que le travail qui avait été fait et qui est fait par le COG est important et a des aspects politiques qui dépassent très largement une notion d'animation au sport et permet justement de faire société et d'éviter des problèmes de société que nous pourrions connaître par ailleurs si nous n'avions pas ces postes-là. Donc je l'entends tout à fait. À l'heure actuelle, nous sommes plutôt sur un mode pause pour remettre les choses sur la table, voir la vérité des chiffres. Et il y aura un moment où nous aurons au sein de ce conseil un débat pour trouver des solutions de sortie d'une situation compliquée, précisément parce que l'inflation fait que par ailleurs nous avions déjà des difficultés financières. Hein. Nous avons fait un effort de 1,2 million depuis 2019, mais très clairement, ce n'est pas suffisant au vu des dernières nouvelles qui s'annoncent. Donc, voilà, la situation est celle-là. Je préférerais dépeindre une autre. On a fait nous-mêmes en interne des efforts marqués et malheureusement, à chaque fois, on espère faire les derniers efforts et on s'aperçoit au fur et à mesure que le temps passe que ces efforts ne seront pas suffisants pour les années qui viennent. Pierre ? Oui, je voulais intervenir sur le même point. En ce qui concerne cette intervention des activités physiques dans les écoles, parce que c'est... il y a un très beau travail, et je voulais remercier Monique et son équipe et tous les gens qui ont travaillé avec elle, pour le travail qui est fait dans le cadre du COM, et particulièrement en direction des jeunes, et donc parmi ces jeunes, de ceux qui sont un peu éloignés des activités collectives et qui, pour des problèmes de santé et puis des problèmes sociaux, ont toute leur place, mais ça représente, parce qu'il y a aussi un coût, etc., ça représente 50 enfants, je crois, hein, qui peuvent participer dans le cadre des ateliers enfants. Ça représente bien plus d'enfants, mais... Non, mais dans le cadre des ateliers, voilà. C'est la section enfants multisport. Section enfants multisport. Voilà, donc on se rend bien compte que le lieu où on peut coacher un maximum d'enfants et aussi repérer un maximum d'enfants avec de grosses difficultés liées au surpoids, liées à la sédentarisation qui est dramatique, des enfants qui ont des problèmes respiratoires et autres. Ce sont des enfants pour qui le sport ou la pratique sportive, la pratique d'activité physique, de façon plus large, est indispensable. Or, on sait bien que les enseignants n'ont pas, ou peu, les formations pour mettre en place les 2h30, je crois, qui sont dans le programme. 2h30 d'activité physique, ça fait partie des heures obligatoires. Donc, depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, j'étais pas là, cette personne qui était à la piscine pouvait justement renforcer l'action de Gérard sur les écoles. On sait que c'est par là que tout doit commencer. Et il y a quelques années, pour des raisons que j'ai oubliées, mais qui m'ont été expliquées, mais voilà, il y a eu pendant longtemps deux intervenants en sport à tiers. Puis il y en a eu un seul, et là, grâce à la fermeture de la piscine, c'est entre guillemets ça, on a retrouvé deux. Là, on va créer un besoin à la rentrée de septembre. Alors, je ne dis pas qu'il faut créer un nouveau poste, mais travailler là-dessus, voir est-ce qu'il n'y a pas un glissement qui peut se faire pour maintenir
ce deuxième intervenant dans les écoles parce que c'est un besoin vital, aussi bien que la culture et le sport dans les activités complémentaires sont indispensables à l'éveil et puis à l'épanouissement physique et psychologique d'un enfant au sein d'une collectivité. Voilà, donc est-ce que vous avez les moyens par glissement de poste, de maintenir cette intervention qui est indispensable? Je vais me répéter. Alors, je vais me répéter. Je vais rajouter aussi un point qui rajoute à la noirceur du tableau, puisque il a été décidé en mars 2020 qu'il n'y aurait plus d'assurance sur toutes les personnes qui seraient en arrêt maladie de plus de 15 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, au travers des assurances, de remplacer les 15 personnes qui, à l'heure actuelle, sont en arrêt de plus de 15 jours. Ça fait partie de cet ensemble, c'est-à-dire que très clairement, si on avait eu la possibilité, vous imaginez 15 postes de plus qu'on aurait été capable de mettre sur la table et permettre à cette ville d'avoir quelque chose, des services publics qui soient un peu mieux assurés qu'ils ne le sont actuellement. Moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Il y a 400 000 € et de TDM, on l'a pris il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et donc, je sais la situation très fragile dans laquelle nous étions, qui est encore renforcée avec ce glissement assez fort, 400 000 €. Encore une fois, c'est pratique. Nous, ça serait plus parce que notre masse salariale est plus importante. C'est grosso modo toute la CAF que l'on met chaque année, au moins les dotations d'amortissement de 525 000 €. Donc, on ne peut pas prendre des décisions aussi hâtives. Alors, au cas par cas, on est capable de faire des choses, mais là, je suis dans une telle crainte que je préfère aussi avoir une vraie feuille de route financière et avoir des débats avec vous qui vont toucher, comme vous pouvez l'imaginer, aussi les recettes de la ville de manière à pouvoir essayer de retrouver des marges de manœuvre. Oui, mais bon, moi je pense, nous pensons que cet enseignement du sport dans les écoles doit être une priorité. Alors, est-ce que ça peut être par rentrer dans les cas par cas? Parce que le besoin, on a répondu, vous avez répondu, pardon, aux besoins des écoles ces dernières années. Là, la rentrée de septembre, ça va grogner. Hein. La seule chose que je peux dire, c'est que dans les décisions que nous avons prises jusqu'à maintenant, nous avons toujours veillé à ce que les écoles soient quand même une priorité. Donc, dans les efforts généraux que nous faisons plus pour les écoles que nous faisons pour d'autres secteurs. Et nous poursuivrons en ce sens parce qu'effectivement, les écoles, c'est là où tout commence, c'est le respect de l'égalité réelle entre les citoyens et les citoyens. Tout commence par l'école. Merci. Il y a des questions posées. Je ne vais pas rajouter grand-chose, de toute manière, sachez bien qu'on partage tous l'intérêt justement de la dispensation au sein des écoles d'activité, évidemment. Après, voilà, les contraintes budgétaires, par prudence, bien que ce soit une priorité, c'est aussi la nôtre, mais on doit être vigilant et ne pas dilapider, même si sur cet axe-là, il y aurait effectivement intérêt à le traiter comme un cas particulier. On est d'accord. Après la rentrée, on ose imaginer quand même qu'à la rentrée, il y aura un petit peu de sport. Je rappelle que ce n'est pas qu'il y aura du sport dans les écoles, que ce n'est pas obligatoire, que la mise à disposition d'un ETAT au sein des écoles ne dépend pas réglementairement de la collectivité. Nous l'avons fait, vous l'avez expliqué, il y en avait deux, il n'y en avait plus qu'un, à nouveau deux puisqu'on avait eu l'opportunité. On va essayer de maintenir un minimum. Par contre, d'avoir le service que nous avions il y a quelques dizaines d'années où c'était plutôt plus dense, aujourd'hui la situation financière nous permet. C'est pas qu'on n'en rêve pas, c'est qu'on n'a pas les capacités. Mais on va effectivement
attendre les éléments et prendre des décisions qui iront dans la mesure du possible dans le bon sens. Alors, il y avait M. Beaucourt et après Annie Chevalier. Renversement. Oui, sur l'argument des contraintes, à vous entendre, toutes les contraintes viennent de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a l'inflation, il y a le problème de l'assurance, la revalorisation des traitements de la fonction publique, qui entre nous est une très bonne chose. Bon, mais ces contraintes s'appliquent à toutes les collectivités. Il ne faut pas nier qu'on a toujours un choix budgétaire à faire. Ce n'est peut-être pas le moment, mais notre attente, c'est que cette question soit intégrée, modeste, dans vos choix budgétaires. J'ai cru comprendre que c'était le sens de la réponse d'Hélène. J'espère qu'on ne l'oubliera pas. On a un programme d'investissement très ambitieux, bon, au rythme assez serré. N'oublions pas qu'il est financé, vous l'avez dit, par notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire par les économies qu'on cherche à faire sur le fonctionnement. Mais ça a des limites. Ça a des limites. Peut-être certains investissements peuvent être reportés, certains sont moins urgents que d'autres. En tout cas, ça ne peut pas être uniquement sur le dos des moyens de fonctionnement qui sont essentiels dans toute commune. L'essentiel de nos services sont portés par des agents, nous le savons bien, dans ce cas comme dans d'autres. C'est une réflexion plus globale. J'espère qu'on la prendra en compte pour le prochain budget et qu'on se souviendra de cette question et qu'en tout cas une priorité, toute priorité comme celle-ci, sociale et humaine, doit être un petit peu sanctuarisée par rapport aux choix que vous aurez à faire et auxquels nous espérons pouvoir adhérer. Alors, je répète, la pédagogie, c'est dans la répétition. Réglementairement, il est obligatoire de mettre les dotations aux amortissements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, les 525 000 €, c'est quelque chose de réglementaire. Est-ce qu'on peut le faire? C'est autre chose. À l'heure actuelle, pour l'an prochain, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on prend une trajectoire à ce stade, avec ce glissement d'environ 500 000 € sur la masse salariale, on prend une trajectoire qui n'est pas acceptable d'un point de vue légal. Et on a des dotations d'amortissement qui sont de 625 000 € qui ne prennent pas en compte les amortissements sur les bâtiments. C'est-à-dire que le bâtiment, la mairie, la médiathèque, les écoles, la maison du sport ne sont pas amortis. Ce qui explique aussi pourquoi on a des bâtiments en aussi mauvais état. Et simplement pour donner quand même quelques idées, d'habitude on estime qu'une commune est bien gérée, une commune, une interco ou une collectivité territoriale quelle qu'elle soit, est bien gérée lorsqu'on est à environ 10% de dotation d'amortissement. 10%, c'est 1,7 million. 525 000, 1,7 million. Ça explique en fait, l'équation, elle n'est pas simple parce qu'on ne peut pas ne pas faire d'investissement et d'un autre côté, on ne peut pas avoir un fonctionnement qui se dégrade trop. Et très clairement, je pense que maintenant, on est en train de passer un cap à l'heure actuelle. Et donc, nous serons appelés à nous revoir pour prendre des décisions qui ne seront pas forcément celles qu'attendent nécessairement les citoyennes et les citoyens de tiers, mais je pense qu'est arrivé l'heure d'affirmer aussi qu'un service public, ça a un coût et qu'on ne peut pas fonctionner sans des recettes qui permettent à ce service public de fonctionner. Annie Chevalier. Oui. Pour poursuivre la réflexion sur des pistes peut-être à trouver pour permettre de continuer à avoir cet accompagnement favorable dans les écoles, la question que je pose, c'est est-il possible d'envisager de mobiliser les crédits politiques de la ville? Alors, je sais bien qu'ils sont directement transférés sous la gestion de la communauté de communes, mais bon, la ville est quand même la seule concernée par ces dispositifs-là. Est-ce que bâtir un projet
politique de la ville, parce que les raisons qu'on a évoquées vis-à-vis des enfants, de la population de nos écoles et tout ça, rentrent tout à fait dans les critères des dispositifs de politique de la ville. Est-ce que là, il n'y aurait pas moyen d'ouvrir un petit peu une porte pour nous aider? Voilà. Pour l'année 2023, Ben oui, les mais... crédits ont déjà, les subventions ont déjà été votées pour le coup. Moi, je pense que ça serait une opportunité, et en plus, bon, d'utiliser vraiment ces dispositifs politiques de la ville. Je retiens l'idée, mais là, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous avons travaillé. En fait, ce sont des expédients. Et on vit de beaucoup d'expédients, mais en fait, c'est pas une politique qui est tenable à terme. Voilà, je préfère le dire clairement pour que tout le monde le comprenne aujourd'hui. Nous avons fait un effort de 1,2 million depuis 2019, et au fil du temps, on voit que les difficultés s'accroissent parce que la situation s'est dégradée d'un point de vue financier vis-à-vis, avec ce point d'indice, vu les calculs, on est déjà à 500 000 €, et on verra, on verra que la situation financière, si on en était à ce stade, ne serait pas tenable à terme. Et une politique, alors, moi je peux avoir des critiques aussi par rapport au fait que les dotations aient été diminuées sur Caire depuis maintenant 2014, qu'on est aussi tributaire malheureusement des choix de politique qui ne nous concernent pas mais dont nous sommes redevables malgré tout. Et le rôle qui est le nôtre, c'est que même si ça peut nous sembler injuste pour la ville, on sera obligé de prendre des décisions qui concernent l'intérêt général et de porter cet intérêt général, de défendre cet intérêt général. Et quand Claire dit que l'enfance, la petite enfance, ce sont des sujets importants pour une ville et qu'on ne peut pas s'asseoir dessus, je partage son propos. Et il faudra en tirer des conclusions. Donc je me permets de réinsister sur les dispositifs politiques de la ville qu'il faudrait peut-être mobiliser avec un projet, comment dirais-je, majoritaire sur l'enfance et les scolaires. Moi, j'approuve tout à fait la proposition de la ville. Hein. C'est de la politique de la ville, vraiment, c'est central. Bon, après, il y a des choses plus ou moins diverses, hein. Mais en plus, c'est concentré comme sur les publics qu'on a vraiment besoin. On reste à la question du zonage, hein, parce que ne serait éligible à ces subventions que les enfants habitant les quartiers. Bien sûr. Mais je suppose qu'ils sont assez nombreux. Et si on finance mieux cette partie-là, ça ne nous empêche pas de financer le reste sur les autres. Je pense que c'est une bonne. En plus, c'est État et région, normalement. Et département. Et département. Voire Europe. On parle d'une enveloppe globale de 80 000 €, de 80 000 €, 80 000 € pour l'État. Avec là aussi, hein, on n'est pas les. On a abondé énormément d'actions du centre social intercommunal. Là aussi, hein, on utilise cette manne financière pour porter des actions dans le cadre, pas forcément de la ville en elle-même, mais aussi pour trouver des sources de financement pour les actions que nous portons collectivité territoriale au sens large. Oui, mais la politique de la ville, là, pour le coup, c'est Tierno-Tiernois, ça n'avait rien à faire à TDM, enfin, non, pas là-dessus. Donc on ne sera pas en concurrence avec les autres communes. Intercommunal, c'est aussi Tierno-Tiernois, au sens où les actions de la politique de la ville concernent les quartiers politiques de la ville. Oui, oui. 89 000 €. 89 000 €, c'est la dotation de l'État. Du département. Mais l'État, ça doit être à peu près équivalent, et la région le rend. 115 000, la région ne donne rien. C'est le département qui donne plus auquel il faut ajouter les contrats aidés. C'est nous. Bien.
Alors, sur ces tableaux des effectifs, le point 2.10, c'est le... Y a-t-il des votes contraires? Non. Des abstentions? Je vous remets ça. On s'abstient. Pas d'abstention? Et on laisse de côté. Alors, 9 abstentions. 9 abstentions. Si, c'est vrai. Est-ce que je pourrais reprendre la parole, s'il vous plaît, 2 secondes après ce vote? Franchement, sans polémique aucune, hein, il fait chaud, je n'ai pas envie. Mais je regrette franchement ce soir ce débat. Parce que j'ai l'impression de prendre ce soir, et je suis sûre comme nous tous, des leçons de, je ne sais pas, des leçons de social. Alors moi je voudrais réaffirmer, et je suis sûre au nom de notre groupe, combien ces positions nous coûtent. Parce que, effectivement, monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, au niveau des écoles, je crois qu'un effort conséquent est fait. Au niveau du social, nous essayons de faire le maximum. Et ça me gêne parce que j'ai l'impression que ce soir, il y a les gentils, les méchants, et que là, vous nous dites, il faut. Mais on le voudrait bien. Et croyez bien, et je me tourne vers Monique, qui est ulcérée, tout comme nous tous, mais c'est parce que pour le moment, alors je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur le maire, nous allons travailler, mais pour le moment, les moyens manquent. Et je ne comprends pas l'opposition. On a l'impression de prendre des leçons ce soir. Ça me gêne beaucoup. Excuse-moi, mais nous avons nous-mêmes, les deux groupes d'opposition, souligné l'excellent travail fait dans le cadre du COM, la volonté de progresser dans ce domaine, le travail aussi fait sur les écoles avec les projets de mise à niveau, et pas seulement ça. Donc ce n'est pas du tout le sujet. Il s'agit d'un point, un tout petit point dans un budget. Dans un budget et dans une commune qui a 330 agents, il s'agit d'un agent. Mais ce point-là est clé, il est clé pour booster le COM. Voilà, il n'y a pas du tout de volonté polémique là-dedans. Nous n'en faisons pas et nous n'accusons pas les autres financeurs des choix qui nous appartiennent. Tout ça, ce sont des choix. On ne fera pas croire qu'on ne peut pas avoir un agent sur 330. Je l'ai dit. En ce qui concerne notre groupe, nous approuvons le souci d'économie de M. le maire. Il a raison, il faut maîtriser les choses, il faut respecter le cadre juridique et financier. Tout ceci, nous l'approuvons. Il n'empêche qu'il reste des choix à faire. Sinon, que faisons-nous là? Oui, enfin, je vais faire très court, hein, mais je pense que notre rôle aussi, c'est de faire part de nos inquiétudes. C'est de faire part de nos inquiétudes par rapport à des situations qui nous semblent urgentes, c'est tout. Mais c'est pas. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas une question d'être donneur de leçons ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'à un moment, ça a été évoqué en commission et que ça nous semble évident que ce sujet soit débattu. Sinon, on s'en va. Je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Nous, on nous a dit en commission qu'il y avait un agent qui partait. Bon, c'est celui qui tenait la place des activités sportives dans les écoles. Il sera très fatigué. Ça veut dire que celui qui va le remplacer, il va avoir des activités qui vont être très fatigantes aussi, qu'il va falloir qu'il les gère. S'il fait 3 quarts d'heure par classe, le temps qu'il se prépare, il prépare les enfants à venir faire cette activité sportive. 3 quarts d'heure, ils vont travailler pendant combien de temps? Pendant 20 minutes? 30 minutes? Ben oui. Pas mon métier, je ne sais pas. Non, mais voilà, ça nous interpelle aussi. Alors, la personne qui était là, qui aidait dans les activités, dans le com et tout, elle sera plus là. Donc, il y a des habitudes qui ont été prises. Donc, c'est ce qui nous inquiète aussi, de dire que des habitudes qui ont été prises, des activités qui ont été faites, et là, d'un seul coup, il n'y en aura plus. Donc, je ne sais pas comment ces trous vont être remplacés. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire dans les accompagnements des professeurs des écoles. C'est-à-dire, on ne peut pas financer un deuxième poste ETAPS dans les écoles. Donc ça, c'est un fait. Donc, par contre, on peut accompagner dans une formation et dans
une incitation très forte les professeurs des écoles à intervenir avec les TAPS. Parce que théoriquement, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils ont la compétence également de l'EPS dans leur formation. Ils ne le font pas, des mauvaises habitudes ont été prises sûrement, et ils ne le font pas depuis très très longtemps, hein, parce que moi, il y a 20 ans, même M. Cognet, ceux qui se souviennent, les professeurs des écoles qui s'appelaient les instituts n'intervenaient pas, alors qu'ils devaient intervenir. Donc il y a un accompagnement, et le nouveau étape qui sera nommé, il faut qu'il ait, et ils ont cette logique-là d'aller chercher. Sur le défi sport là, qui est en train de se dérouler, enfin qui ne s'est pas déroulé aujourd'hui à cause de la canicule, mais qui s'est fait mardi, sur toutes les écoles, on a incité les professeurs des écoles à participer avec les animateurs et les éducateurs des clubs qui étaient présents sur la caravane, à participer. Et ils l'ont fait. Donc, si on va les chercher, s'il y a des outils, des moyens, des conditions réunies, je pense que c'est possible. Voilà. C'est un travail d'accompagnement. Est-ce que les personnes, enfin les jeunes du service civique peuvent occuper ce poste? Non. Non. Il faut avoir le diplôme. Il faut avoir le diplôme. Oui, juste une dernière intervention. Là, on voit clairement qu'il y a deux choses qui se détachent. Au moment où on parle d'accompagner, de faire, où là, on est clairement sur la gestion de la ressource humaine et du personnel. Et ça, c'est clairement le travail et l'incitation politique de la majorité. Non. Sur l'investissement dont on parlait tout à l'heure et dont Eric a dit que l'on pouvait différer, travailler sur un programme d'investissement, c'est des groupes de travail qui certes dépendent de la majorité, puisqu'in fine, vous avez la majorité, mais on vous accompagnera sans aucun souci, sous réserve de participer à comment échelonner ça dans le temps. Mais je crois que là où il ne faut pas s'enlever la responsabilité, et c'est là-dessus, Martine, il n'y avait pas de leçon. Tout à l'heure, Eric a parlé de différer des amortissements, de différer des investissements, parce qu'à un moment ou à un autre, tu prends un emprunt, tu peux récupérer de la CAF, et notamment la dotation d'amortissement. Bref, on parlait d'investissement. Après, tout ce qui relève du fonctionnement, de la gestion des personnels, ça, il n'y a que vous qui pouvez l'impulser, accompagner. Je ne vais pas au conseil d'école. Donc là-dessus, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Tout à l'heure, on parlait de différer des amortissements, faire face à des choses qui vont être problématiques. On a besoin de plus en plus d'agilité dans le monde des collectivités, car comme tout le monde, on subit des choses que l'on n'avait pas prévues. Et je crois que là-dessus, que ce soit en commission ou ailleurs, on n'a jamais été pris en défaut de ne pas vouloir aider, comprendre, etc. Donc vraiment là-dessus, c'est sur l'intervention de Martine que volontairement j'interviens, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, mais c'est qu'à un moment, sur l'accompagnement, le choix des personnels, où on affecte des personnels en discutant avec eux, parce qu'il est tout à fait peut-être possible d'avoir des gens qui auront envie d'intervenir dans le sport et qui pour le moment font autre chose, mais ça, c'est votre boulot, on ne peut pas le faire. Par contre, sur les commissions, encore une fois, sur l'investissement, on vous aidera bien volontiers à essayer de voir comment on peut hiérarchiser les priorités que vous aurez faites, et à aucun moment, on va mettre des bâtons dans les roues. On va passer la moitié du conseil municipal là-dessus. Oui, sur la formation des enseignants, moi ça pose problème là, parce que ça relève des compétences de l'État. Hein, l'État, enfin, il y a eu je ne sais combien de réformes de la formation des professeurs des écoles. Hein, on est passé à l'UFM, puis après il y a eu l'ESP, maintenant c'est l'INSPE. J'ai vérifié dans les programmes, il n'y a plus rien sur l'éducation physique. Donc les jeunes, les enseignants qui sortent ne sont pas formés pour enseigner l'éducation physique. Alors ils peuvent faire, je disais, ils peuvent faire plein de tours de cours aux gamins, ça c'est pas compliqué, mais c'est pas ça, et notamment dans le contexte sanitaire actuel. Donc là il y a un désengagement aussi de l'État là-dessus. Il existait des formations quand même pour les enseignants. Les formations étaient supprimées. Donc ça relève des compétences de l'IEN ou de l'inspection académique. L'IEN dispose d'un conseiller pédagogique en éducation physique, je ne sais pas s'il intervient ou pas,
Et après, c'est très compliqué aussi parce que c'est pas à l'intervenant municipal d'intimer aux enseignants de venir avec, enfin de l'accompagner sur les séances. Ils peuvent pas. Là, c'est des incités, oui, mais ça relève du rôle de l'IEM. L'IEM, normalement, ne devrait pas accepter que les enseignants restent dans leur classe pendant que l'éducateur prend la classe. L'enseignant reste responsable de sa classe. Voilà, donc, mais je veux bien ne serait-ce que travailler en binôme, ça fait partie de la formation. Mais prendre en charge que l'éducateur municipal éventuellement fasse des formations sur du temps en direction, ça ne relève pas des compétences de l'année, ça relève des compétences de l'éducation nationale. Donc, qu'ils fassent aussi un peu leur boulot. Là-dessus, il y a eu depuis un certain nombre d'années où, effectivement, on a. Alors, faut bien comprendre ce que ça implique derrière, c'est que le fait que ce soit les communes qui soient obligées d'intervenir pour le compte de l'éducation nationale, ça veut dire que les communes riches vont pouvoir intervenir et les communes pauvres vont intervenir de manière beaucoup moins importante. Alors, nous, on a une volonté politique, on le fait au niveau de nos moyens, mais malgré tout, on a des moyens limités. Et il y a des communes qui vont avoir énormément de moyens. Donc, en fait, c'est une inégalité territoriale qui est fortement marquée. Voilà. Il faut peut-être interpeller l'IEM aussi. J'ai fait voter. Non, oui. Alors, point suivant, il s'agit de la convention Cassiora, il s'agit d'un chantier international des jeunes. On avait déjà eu l'occasion l'an dernier d'avoir ce chantier international au sein de la ville de Pierre. C'est entre 10 et 16 jeunes qui proviennent de différents pays qui vont travailler ici sur un DVC urbain. Donc on a une possibilité qu'à la place de Belfort, et c'est surtout qu'il y aura des échanges entre les Pierre Noire et les Pierre Noires et ce chantier international, de manière à ce que, d'une certaine manière, nous ayons des échanges réussis et que même les enfants de ce territoire puissent connaître des enfants étrangers et puissent partager avec eux une histoire commune. Voilà, donc avec la participation financière de la commune pour un montant de 5 500 € et elle s'engage à fournir le lieu d'hébergement par exemple. Y a-t-il sur ce point des interventions? Oui, juste une question de méthodologie. Qui est-ce qui les encadre? Comment ça se passe? Parce que je ne connais pas vraiment ces chantiers d'échange. Oui, donc l'association Cassiora qui travaille sur la totalité de la région est une association à vocation nationale. Elle recrute donc ses directeurs et ses intervenants. Dans les intervenants, il y a des animateurs classiques, plus un animateur technique qui est responsable en lien avec le personnel donc au niveau de la mairie qui encadre de préparer les travaux. Et voilà, donc c'est une sorte de centre de vacances à connotation internationale et avec des éléments de patrimoine dans les villes. Donc, et ils sont tous étrangers. L'année dernière, on en avait une dizaine. Malgré le Covid, ils sont venus donc d'Italie, d'Espagne et même du Sri Lanka. Cette année, je ne sais pas. Et voilà, donc l'encadrement, il y a une directrice ou un directeur, 2 ou 3 animateurs classiques et un animateur technique. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux savoir ce qui va se passer sur la place Belfort, s'il vous plaît? C'est l'archer Paris là. C'est un truc de grande souche. J'aurais bien aimé. Les emplacements des voitures. Ça sera surprise. Pour l'instant, c'est pas défini. Encore. Ça sera surprise. C'est un délaissé, donc on va voir avec eux ce qu'ils vont faire. C'est tous les sports, c'est là. Il n'y a pas un plan imaginé dès aujourd'hui avec Ça sera la surprise. c'est des marrages géants prévus des en amont.
une petite question. La Cassiora, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une émanation d'études et chantiers? Je ne sais pas. Elle a décidé. En principe, c'est ça, mais bon. Je ne sais pas. Études et chantiers a disparu, oui, quasiment. Oui, Et donc, il me semblait que c'était, mais je voulais savoir. Je ne sais pas exactement. D'accord. Bon, bien sûr, toutes les autorisations, ils ont le nécessaire, tout ça sans problème. De quelle émanation ils sont originaires, ça je pense. Parce que ça, c'est études et chantiers. Oui, parce que études et chantiers, il y a déjà eu sur Thiers, et notamment dans le quartier du Moutier, des interventions dans les étés. Les responsables actuels ont repris l'association il y a 3-4 ans. Qu'est-ce que c'était avant? Je pense que c'était ça. C'était certainement ça. Parce que c'était de grande qualité leur travail. Oui, oui. Études et chantiers, ceux-là je ne connais pas. Oui, mais je pense qu'ils ont repris il y a 3-4 ans, donc certainement que c'est une émanation ancienne. On n'a pas compris si c'était sur les bâtiments ou espace vert. Alors justement, il y a David qui prend intervenir. Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Juste pour précision, il s'agit d'un petit rodent qui se trouve à proximité de la place Belfort. C'est pas toute la place qui va être refaite, hein. C'est uniquement le début de la rue des Docteurs Dumas, là où il y a une petite encoche, vous savez, ça fait un petit parvis, une petite terrasse, et donc c'est à cet endroit-là qu'ils vont intervenir. Ancienne petite auberge. Voilà. Non, De l'autre côté, Là où il y a un escalier qui permet de descendre sur la rue de Baron. D'accord. Ah, la place. Là, il y a les panneaux électoraux. Ok. D'autres interventions sur ce sujet? Juste pour terminer, donc l'année dernière, vous avez peut-être vu, ils ont remis à neuf l'escalier qui monte à l'ancien hôpital en partant des jardins, et ils ont installé des hôtels à insectes dans un village à Ravaillaud et aussi dans les jardins. Voilà le travail qui a été fait l'année dernière. En sachant qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, ce sont des enfants. Tout ce qui est activité en hauteur, sur des échelles et avec du matériel, ils n'ont pas le droit de les utiliser, malgré que ce soit des ados. C'est très encadré, donc ça reste quand même des petits travaux. Mais bon, l'intérêt est aussi ailleurs. Il est dans la relation avec les habitants et les jeunes, surtout de Thiers. Et ça s'était très très bien passé l'année dernière. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas encore cette année. Merci. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je laisse la parole à David de Rossi sur une achat de parcelle rue de la Papeterie. Oui, il s'agit de la rue de la Papeterie, de la Papeterie. Veuillez nous excuser pour cette faute d'orthographe. Donc, il s'agit d'un sinistre qui touche les habitants de la rue des Papeteries depuis 3 ans. Et donc, afin de pouvoir trouver une résolution de ce souci et pour pouvoir faire des économies sur le comportement qui est prévu et donc le reste de la démolition de l'immeuble qui a été sinistré, il vous est proposé une acquisition de la parcelle de M. Achari qui permettrait justement de faire un confortement à minima et une démolition plus importante. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle AP96 de 50 m² pour un montant de 5 000 € et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et nous passons au dernier point. Il s'agit de voirie forestière, toujours par David. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre de la réalisation de voiries forestières. Donc, ces voiries forestières sont envisagées entre les communes de Thiers, Escoutou, Palières et Saint-Rémy-sur-Durolle. Donc, il s'agit de la mise au gabarit de 2 routes empierrées accessibles aux plumiers d'une largeur de 3,50 m, un aménagement de 6 pistes forestières accessibles aux engins forestiers d'une largeur de 4 m, la création d'une place de dépôt et de retournement, et la résorption d'un point noir à l'accès à la route départementale 325. Donc il est nécessaire de déposer la demande de subvention avant le 30 juin 2022 et donc nous aurons sur cette opération des subventions à hauteur de 80% de la part du FEDER et du conseil départemental, et donc il y aura une répartition du reste à charge des différentes communes, ce qui fait un montant total restant pour la commune de Thiers de 13 045,10 €
pour la commune d'Escoutou de 8 160 €, pour la commune de Saint-Rémy-sur-Durol de 7 343,57 € et pour Bavière de 2 144,51 €. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention auprès de l'État, du FEDER et du département et le plan de financement que vous avez au niveau du tableau, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci. Il y a une intervention à l'échelle de nez et après Francisco. Oui, moi, bon, sur la demande de subvention, pas de problème. Je m'interroge quand même sur l'opportunité de ces travaux. Parce que depuis quelques années, nombreuses communes sont quand même interpellées par les désagréments, et c'est un euphémisme, de tout ce qui est voirie forestière lié à l'exploitation du bois par des gruyers, des engins, qui sont de plus en plus importants, qui font de plus en plus de dégâts, alors qu'il y a certaines communes qui s'orientent quand même plutôt pour favoriser l'attraction animale. Et monsieur le président du parc sait bien que le parc, il y a 3 ans, a initié une pratique de mode opératoire pour l'exploitation du bois qui vise à faire en sorte qu'il y ait des dépôts d'autorisation, de transport, de déplacement, qu'il y ait un état des lieux avant, après, et tout ça pour éviter quand même, franchement, tout ce qui peut être saccage, et je pèse mes mots quand je le dis, lié au passage d'engins de plus en plus importants et d'utilisation de machines de plus en plus performantes, certes, mais qui sont vraiment tout à fait contraires à ce qu'on peut développer ici comme pratique raisonnée, raisonnable. Et moi, je ne suis pas contre la sylviculture et ni l'exploitation du bois, bien au contraire. C'est une ressource importante pour notre territoire. Mais là, je m'interroge sur finalement cette opportunité d'élargir, d'aménager des voies d'accès qui vont conduire à avoir une exploitation de plus en plus mécanisée et de plus en plus agressive de nos parcelles de bois. Voilà la question. Alors, il y a un peu la question et la réponse. Hein. Le parc a effectivement initié une stratégie, mais de manière à éviter que les routes forestières et les chemins forestiers soient abîmés. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et là, il s'agit d'une certaine manière d'accompagner les forestiers suite à quelque chose qui avait été initié par les anciennes intercommunalités, où on avait en lien avec le département un schéma, avec la mise en place un schéma justement directeur forestier, et il s'agit à la fois de rénover, parfois d'élargir, mais surtout de rénover des chemins qui ne sont pas forcément en très bon état. La proposition qui est faite, c'est pas non plus d'aller sur une mécanisation des pratiques forestières, de rester dans un cadre que l'on connaît, de manière à faire en sorte qu'une ressource importante du livre de forêt, le bois, puisse être exploité dans de bonnes conditions aussi. Oui, pour compléter, c'est exactement ça. Je pense que la volonté, c'est de faire en sorte que l'entretien et l'exploitation des parcelles forestières soient facilités. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de parcelles qui sont laissées complètement à l'abandon depuis plusieurs années. Et du fait du réchauffement climatique, et on le voit aujourd'hui, la sécheresse fait qu'on est très fragile face aux incendies forestiers. Et ça permettrait justement aux propriétaires forestiers de pouvoir entretenir leurs parcelles de manière plus simplifiée. Et en même temps, ça participe aussi à la connexion de chemins ruraux qui permettent de connecter nos communes voisines. J'entends bien la réponse, mais il y a certains territoires qui ont aussi une ressource forestière importante, qui ont expérimenté et maintenant tout à fait pratiquent de façon courante le principe des tractions animales,
et avec un résultat aussi efficace que l'intervention d'engins mécanisés. Il y a Francis Roux qui a une partie d'avis. Oui, c'était juste une question. Donc ces chemins existent déjà, donc tout à l'heure j'ai eu un élément de réponse, on les élargit, donc on prend la propriété, c'est ça. Et je pense que les fans de VTT et autres promenades, il faudra le porter à la connaissance des associations de VTT, parce que c'est toujours un plus pour le tourisme lorsqu'il y a ce type de choses. Après, sur l'exploitation du bois, bon, il faut bien savoir que dans le Puy-de-Dôme, on n'utilise pas 50% de la ressource qui est renouvelable. Donc ça peut faire partie de nos richesses, sous réserve d'être bien fait, etc. Et notamment les replantations, quel type d'essence, etc. Donc oui, il n'y a aucun souci sur la délibération, et on continuera dans la délibération. Mais par contre, tout nouveau chemin ou chemin praticable, il ne faut pas oublier tout ce qui relève du tourisme qui va avec. Bien sûr, ouais, c'est prévu d'ailleurs. C'était juste pour une précision technique, en cas où vous liez sur Thiers, les exploitants forestiers sont obligés de faire une déclaration préalable. Oui. Et il y a un constat préalable, il y a un constat une fois qu'ils ont fait leur intervention. Et on leur demande une remise en état. Et le fond? Oui, mais ça, c'est le document qui a été mis en place depuis 3 ans à l'initiative du parc et de la forêt. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut encourager ce mode d'exploitation. Après, sur les forêts, hein, en ce moment, on a quelques débats au sein du parc sur comment faire en sorte que ce bien commun ne soit pas menacé au travers du réchauffement climatique et comment faire en sorte d'avoir des pratiques plus durables. Très clairement, et une question qui se pose, c'est le foncier. Est-ce que dans une forêt où on a 15% de parcelles publiques et le reste de parcelles privées, on a une gestion durable? Quand on regarde ce qui se passe par exemple sur les Vosges ou sur l'Alsace, où on a pratiquement 80% de foncier public, et donc exactement l'inverse de ce que l'on a nous, on a des pratiques totalement différentes. Donc c'est aussi une réflexion que l'on doit avoir et que l'on peut avoir au sein d'un conseil municipal, avec par exemple un budget annexe permettant d'acheter certaines parcelles et avoir une gestion alors confiée à l'ENF qui respecte un certain nombre de critères, en particulier des coupes en jardinet et non pas des coupes à blanc comme on connaît malheureusement trop souvent sur le secteur. Sur ce point, ce dernier point, y a-t-il du coup des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors, peut-être sur les points d'info, vous avez un conseil municipal qui est prévu le 11 juillet. Alors, la nouvelle, c'est qu'il se tiendra à Thiers-d'Or-et-Montagne parce qu'on n'aura pas cette salle. On sortira de la Pantarena et nous nous réfugierons à Thiers-d'Or-et-Montagne, le siège de notre communauté de communes. Et donc, comme il y a une réunion entre 18 et 20 h, nous ferons le conseil municipal à 20 h, non pas à 19 h. À 19 h finalement? Bon, à 19 h, je dis, je vais lancer. J'ai lancé une information fausse, donc je vais corriger l'information fausse. Alors, quand on dit c'est 19 h.